En 1886, l'Australie a commencé à construire une clôture d'une longueur de 5600 km, soit presque la distance entre Londres et New York. Cette clôture sépare désormais les régions fertiles et animées du sud-est, qui abritent Melbourne et Sydney, de l'arrière-pays sec et rude. Près de 138 ans plus tard, l'Australie est considérée comme le pays des clôtures. De nombreux mammifères passent toute leur vie dans une zone clôturée, observant le monde à travers le grillage. Il en existe des dizaines à travers le pays. Certaines se trouvent dans les régions reculées du centre, tandis que d'autres sont situées à proximité des grandes villes. Et il n'y a pas que des animaux derrière ces clôtures. Les gens n'ont pas le droit d'y entrer. Ces zones clôturées pourraient-elles abriter quelque chose de choquant? Quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à accepter. Qui plus est, le nombre de clôtures ne cesse de croître. En moyenne, les Australiens en construisent une par an. Mais comment tout ça est arrivé? Et pourquoi en Australie? La principale raison pour laquelle on a construit ces immenses clôtures, c'était pour résoudre le problème des lapins. Tout a commencé le jour de Noël 1859, lorsque Thomas Austin, un riche colon anglais, a reçu une cargaison de 24 lapins sauvages envoyés d'Angleterre par son frère. Thomas aimait chasser, les lapins étaient donc destinés à lui servir de cible et de trophée. Vous vous dites peut-être qu'expédier des animaux à l'autre bout du monde à seule fin de les chasser est bizarre. Et je suis d'accord, c'est vraiment bizarre. Précisons que des lapins avaient déjà été importés en Australie à cette époque. Les 5 premiers sont arrivés en 1788. Par la suite, environ 90 livraisons distinctes de lapins ont eu lieu au cours des 70 années suivantes, mais aucune d'entre elles n'a causé d'ennui. Mais les lapins d'Austin ont été la cause d'une colonisation massive de tout le continent. Sérieusement, ces lapins gagnaient environ 100 km de territoire par an et en l'espace de 50 ans, ils ont envahi l'ensemble de l'Australie. Pourtant, certaines régions sont pas vraiment accueillantes, mais vous croyez que ça a empêché les lapins d'y pénétrer? Pas du tout. En 1865, 6 ans seulement après avoir reçu ce cadeau de son frère, Austin a déclaré aux journaux locaux qu'il avait tué 20 000 lapins sur sa propriété. Mais cet effort n'a pas permis d'arrêter ou même de ralentir l'invasion de lapins. Le continent était infesté. Les lapins dévoraient toute la végétation sur leur passage et ne laissaient que des terres ravagées. Les espèces indigènes avaient du mal à trouver de la nourriture. Pour y remédier, les Australiens ne se sont pas contentés de les abattre. Ils ont eu une idée surprenante. Poser des clôtures. Après tout, ils n'avaient rien à perdre. En 1886, ils ont construit la toute première clôture à l'épreuve des lapins. J'en ai déjà parlé. En 1891, il y avait déjà plusieurs kilomètres de clôture, mais c'était que le début. Entre 1892 et 1905, le Queensland a été divisé en 9 districts de lapins. Des clôtures grillagées ont été érigées dans chaque district pour contenir la horde. Ça n'a pas fonctionné comme prévu. Les lapins, connus pour savoir sauter, mais aussi creuser, se moquaient bien de la clôture. Mais elle n'était pas inutile pour autant. Elle empêchait les cochons, les kangourous, les émeus, les dingos et autres gros animaux de passer. C'était une excellente nouvelle, car l'Australie comportait de nombreux élevages de brebis, très vulnérables. Les éleveurs ont vite compris l'intérêt des clôtures et ils se sont mis à en poser eux-mêmes, en grande quantité. Dans les zones où des clôtures anti-lapins étaient déjà installées, des améliorations leur ont été apportées. En 1930, dans le seul Queensland, on a recouvert les clôtures à lapins d'environ 32 000 km de filets anti-dingos. Le gouvernement soutenait ces initiatives, portant le jeu des clôtures à un niveau inédit. Encore plus, en 1958, un projet d'immense clôture unique est né. Toujours plus, en quelques années, toutes les clôtures existantes ont été fusionnées en une seule très longue clôture. Dès lors, l'Australie a décidé que les clôtures étaient la solution ultime face aux problèmes causés par les animaux. L'île ne peut plus s'en passer et leur nombre ne cesse d'augmenter, encore et encore. Ça n'a pas de fin. À première vue, ça semble être une excellente idée pour les éleveurs. Tenir les animaux sauvages à l'écart du bétail, c'est super. Mais ça ne fonctionne qu'à condition de ne jamais, et je dis bien jamais, jeter un coup d'œil à ce qui se passe de l'autre côté de la clôture. Ces clôtures destinées à sauver des vies ont des conséquences terribles pour les animaux dont la survie dépend des migrations saisonnières ou des déplacements, comme les kangourous et les dingos. Les clôtures sont censées n'être que dissuasives, mais ces animaux se retrouvent souvent piégés en essayant de les franchir. Conséquence, une mort lente et sans issue.
Dans les régions les plus sauvages, les abords des clôtures sont jonchés d'ossements qui forment de véritables cimetières de part et d'autre. Certains animaux parviennent à passer, mais au prix de blessures et de cicatrices. Et c'est pas tout. Un chercheur a découvert un jour un kangourou momifié en bordure de route, près d'une clôture. Il semble qu'il ait été heurté par une voiture et que le soleil australien brûlant l'ait rapidement transformé en momie. En temps normal, des prédateurs l'auraient dévoré et auraient dispersé ses os, mais à cause de la clôture, il n'y en avait aucun et le kangourou est resté intact. Et c'est sans doute pas le seul cas de ce genre, mais ces momies sont pas vraiment un problème. Ce qui est grave, c'est que la clôture perturbe la sélection naturelle. Sans le vouloir, les hommes ont créé une frontière écologique, une ligne de démarcation entre les animaux. Au fil du temps, comme ça se produit dans ces cas-là, les espèces ont commencé à suivre des chemins évolutifs différents. On pense souvent qu'il faut une éternité pour que l'évolution produise ses effets. En général, c'est vrai, mais ça ne prend parfois que quelques dizaines d'années. Je résume. La clôture à dingos s'étend sur plus de 5000 km à travers l'Australie, ce qui en fait la plus longue barrière écologique au monde. On trouve des dingos des deux côtés, mais ils sont plus nombreux au nord-ouest. Les animaux se portent bien d'un côté de la clôture, mais nettement moins à quelques mètres de là. C'est à cause du nombre de dingos qui est insuffisant pour garder renards, chats et lapins sous contrôle afin d'éviter qu'ils ne causent des problèmes. Les chercheurs ont même remarqué que les kangourous qui vivent à l'abri des dingos grandissent moins vite. D'après une étude récente, en quelques dizaines d'années à peine, l'évolution des kangourous a été altérée et ils grandissent maintenant plus lentement. Pourquoi se presser ? Pendant des milliers d'années, ils ont dû grandir rapidement pour échapper aux dingos. Mais du côté sud-est de la clôture, où il n'y a que des renards, il est plus judicieux pour eux de ralentir leur croissance pour ne pas gaspiller d'énergie. Et les kangourous font sans doute bon usage de cette énergie. Les chercheurs ignorent encore comment, mais une théorie suggère que ça pourrait renforcer leur système immunitaire. Mieux résister aux maladies est toujours une bonne idée, pour n'importe quelle créature. On ne sait pas vraiment pourquoi ces changements se sont produits si rapidement. Même la communauté scientifique n'a pas de réponse à cette question. Et vous ? Notez que si on retirait maintenant cette clôture, ce serait une catastrophe pour les petits kangourous. Une vague de dingos déboulerait et ferait un carnage parmi les kangourous insouciants. Sans parler du fait qu'ils seraient en compétition pour les ressources avec des kangourous plus grands, mais ce serait le cadet de leurs soucis. Au fait, la clôture perd peu à peu de son efficacité. Réparer cette clôture vieille de 140 ans pour empêcher les dingos de passer coûte plus de 900 000 € par an, mais son âge se fait sentir, et des dingos, ainsi que des kangourous et des émeus, se feraient un chemin à travers. La clôture est mal en point. Les éleveurs sont inquiets, et bien que l'État ait alloué 23 millions d'euros à sa reconstruction, il reste encore beaucoup de travail. Vraiment beaucoup. Il y a environ 1600 km de clôture à remplacer, et comme vous le savez, elle traverse plusieurs régions. Or, plus on tarde à réparer la clôture, plus la situation s'aggrave. Il y a quelques mois, des éleveurs australiens se sont inquiétés d'un trou d'une longueur de 32 km dans la clôture. La réparation a été repoussée plusieurs fois depuis 2019 et les gens craignent que les dingos ne profitent de la situation en cas de forte chaleur. Des animaux passent déjà par le trou, mais les choses pourraient devenir chaotiques. Les dingos causent environ 102 millions d'euros de dommages chaque année, dont 20 millions en Nouvelle-Galles du Sud, où la clôture est rompue. Pour dire les choses franchement, la situation est désastreuse. À l'origine, cette clôture avait été installée pour lutter contre les lapins, mais elle a fini par avoir un impact important. Elle a modifié le paysage. Sérieusement, on peut voir la différence entre les deux côtés de la clôture. Du côté des dingos, on remarque que le sable est un peu plus meuble, ce qui rend la marche plus difficile. Le changement de paysage est vraiment perceptible dans le désert de Streleki que la clôture traverse. Une vue d'ensemble permet d'admirer des paysages différents des deux côtés. D'un côté, de grandes dunes de sable parsemées de plantes charnues et de l'autre, de petites dunes et très peu de végétation. Tout ça à cause de la clôture. Difficile de ne pas remarquer le changement, qui est visible au niveau même de la clôture. Mais quelle en est la cause ? Ça semble bien être la disparition des dingos. La conclusion n'est pas évidente à première vue, mais imaginez, en l'absence de dingos, renards et chats ont eu le champ libre dans la région au cours du siècle dernier. Ils ont chassé les souris et les lapins. Le nombre de ces animaux a diminué et davantage de plantes ont poussé. Il n'y avait tout simplement plus assez de rongeurs pour manger les graines. Par conséquent, on peut observer une croissance excessive dans certaines zones et une végétation clairsemée dans d'autres, dans le cas des régions désertiques bien sûr.
et ces arbustes contribuent à modeler les dunes. Ils retiennent le sable et la boue, empêchant le vent de les disperser. Les dunes se sont donc développées, les arbustes ont prospéré, et chats et renards se sont remplis l'estomac. Un bel équilibre. Mais si les dingos ont du mal à franchir les clôtures, il existe en Australie un animal qui les ignore purement et simplement. Et ça a entraîné une guerre. La Grande Guerre des émeus de 1932. Tout a commencé après la Première Guerre mondiale. Les Australiens revenant de la guerre ont eu du mal à se réadapter à la vie civile. Par ailleurs, les vastes régions intérieures de l'île étaient sous-développées. Le gouvernement australien a donc imaginé une solution ingénieuse, résoudre un problème à l'aide d'un autre. Des concessions ont été accordées aux anciens soldats. Des gens ont commencé à s'installer dans ces nouvelles régions, mais ils ont été confrontés à un grave problème. Les émeus. Ces oiseaux mangent d'énormes quantités de végétaux. Un seul émeu peut dévaster un jardin en quelques heures, et un beau troupeau, car les émeus vivent en troupeau, peut ravager un champ de blé comme autant de faux à plumes. Au début, il était facile de les effrayer, car ces herbivores de grande taille sont plutôt calmes. Mais ils ont fini par comprendre que les humains ne faisaient pas le poids. Et ils ont cessé d'avoir peur. C'est ma chaîne maintenant, c'est moi qui commande. Au cours de l'été 1932, un troupeau de 20 000 émeus affamés est parti à la recherche de nourriture. Ils se sont dirigés tout droit vers une clôture destinée à éloigner les lapins. Et ils l'ont traversée. Les tentatives des humains pour les arrêter ne leur faisaient ni chaud ni froid. Même le bruit des fusils ne dérangeait pas ces oiseaux déterminés. En outre, ils évitaient les tirs, ce qui a entraîné un gaspillage de munitions. Pourtant, les émeus ne sont pas vraiment petits. Certains mesurent plus de 2 mètres de haut, mais à cause de leur corps unique, les abattre est un vrai défi. Les gens n'y arrivaient pas, tout simplement. Le gouvernement est intervenu en finançant la guerre et en fournissant 10 000 cartouches de mitrailleuses. De mitrailleuses pour combattre des oiseaux. Mais devinez quoi, ça n'a pas marché. Les émeus étaient trop rapides. Ils s'enfuyaient dès que les hommes tentaient d'attaquer. Et tirer à partir d'un camion n'a pas beaucoup mieux fonctionné. Dans le rapport final, le major indique que ces équipes ont utilisé 9 860 cartouches pour tuer 986 émeus. En d'autres termes, il a fallu 10 cartouches par oiseau. C'était une cuisante défaite. Les émeus avaient gagné. Un député australien a même ironisé en suggérant que le gouvernement décerne des médailles aux émeus. Après tout, il l'avait bien mérité, non ? De nos jours, les clôtures sont assez solides pour arrêter les émeus. Mais il y a 100 ans, les choses étaient très différentes. Cela dit, pourquoi on surnomme l'Australie le pays des clôtures ou l'île aux clôtures ? En premier lieu, elle détient le triste record du taux d'extinction le plus élevé au monde, en raison de la disparition des habitats naturels et des ravages causés par des animaux introduits tels que chats, renards et lapins qui mènent les espèces indigènes à l'extinction. Steve et moi avons déjà abordé ce sujet 1 million de fois. De plus, en Australie, l'évolution a suivi une voie unique, comme nulle part ailleurs sur Terre. Pendant des millions d'années, l'île a été coupée du monde, de sorte que les animaux et les plantes ne pouvaient pas aller et venir. Cet isolement a rendu sa faune incroyablement vulnérable aux nouveaux arrivants. On en a déjà parlé, mais en bref, l'arrivée des renards et des chats a rendu la vie sauvage impossible pour 68 espèces de mammifères australiens. Ils ne peuvent tout simplement plus survivre. Lorsque les colons sont arrivés en Australie, ils ont apporté avec eux de nombreux animaux qui n'avaient rien à y faire. Renards, lapins, chats et crapauds ont provoqué une catastrophe. Mais il y en a eu bien d'autres. Une clôture semblait être la solution idéale, car le paysage australien s'y prête bien. Il n'y a pas d'arbres pour bloquer le passage. Faire la même chose dans la forêt amazonienne serait 1000 fois plus difficile. Mais qu'en disent les experts ? Les écologues n'ont jamais été friands de clôture. Au lieu d'enfermer les espèces indigènes derrière une clôture, ils ont suggéré à plusieurs reprises de limiter le nombre de chats et de renards. Pour ça, on a employé des méthodes aussi innovantes qu'impitoyables. Larguer des appâts empoisonnés à partir d'un avion, poser des pièges, voire imiter l'odeur ou les sons de leurs ennemis naturels. On a même eu recours à des feux de forêt qui ont carbonisé le paysage, mais sans succès. Et encore, l'Australie a de la chance, il y vit peu d'animaux têtus en dehors des émeus. Dans le nord de l'Italie, un ours a réussi à escalader 3 clôtures électriques. 3. Il a ensuite franchi une barrière de 4,30 mètres de haut, avant de disparaître sans laisser de traces. Les clôtures électriques
sont conçus pour surprendre et causer une gêne en cas de contact, sans occasionner de blessure. Ainsi, avec le temps, les ours et autres animaux déterminés peuvent comprendre comment les franchir. De plus, les ours sont naturellement athlétiques et capables d'escalader une clôture. Heureusement, il n'y a pas d'ours en Australie. Difficile d'imaginer ce qui se passerait si c'était le cas. Car à l'heure actuelle, le seul moyen de lutter contre les animaux en Australie, c'est de poser des clôtures. C'est loin d'être la solution idéale, mais c'est la meilleure dont on dispose. Résultat, de nombreux mammifères australiens passent toute leur vie à l'intérieur de ces nombreuses zones clôturées. Certaines sont étonnamment proches de grandes villes comme Melbourne, Perth et Canberra. Et leur nombre progresse sans cesse, ce qui entraîne une augmentation du nombre de prisonniers. En outre, depuis la première clôture, différents types de clôtures ont vu le jour. Il existe des clôtures anti-chats par exemple. Une étude réalisée en 2017 a révélé que les chats arrêts sont responsables de la mort d'environ 316 millions d'oiseaux par an, tandis que les chats de compagnie en causent 61 millions de plus. Ça représente 1 million d'oiseaux tués par des chats chaque jour. D'autres recherches révèlent que les chats tuent également plus de 650 millions de reptiles par an. Toujours en Australie, l'Agence pour la conservation de la nature a ainsi construit la plus longue clôture anti-chat du monde afin de sauver la faune et la flore locale. En 2018, la construction de cette clôture de 44 km de long s'est achevée. Elle a permis de mettre à l'abri des prédateurs une surface d'environ 9400 hectares. L'idée est bonne, il s'agit d'empêcher les prédateurs invasifs d'y pénétrer et d'y introduire des animaux menacés comme les chats marsupiaux, les numbats et les bandicoots. Au total, 11 espèces différentes. La clôture empêche aussi les crapauds buffles d'entrer. Ces derniers ont été introduits en 1935 pour lutter contre les parasites, mais ça n'a pas fonctionné et ils se sont répandus sur une vaste zone. Chaque année, ils se déplacent de 40 à 60 km vers l'ouest. Les crapauds ont eu un impact terrible sur les populations de prédateurs indigènes qui étaient très sensibles à leurs toxines. Les goannas, les crocodiles d'eau douce et certains serpents ont vu leur nombre diminuer. Mais les crapauds ont tout de même un défi à relever. Ils ne peuvent pas vivre dans les zones sèches car ils ont besoin d'eau. Seulement, de nombreux éleveurs ont construit des barrages et des points d'eau pour leurs animaux. Les crapauds les utilisent et colonisent ainsi des régions où ils ne devraient pas pouvoir vivre. Heureusement, les humains se sont montrés plus rusés. Les crapauds profitent des barrages pendant la sécheresse. Lorsqu'il pleut, ils les quittent pour revenir plus tard. Des experts ont donc érigé des clôtures autour des barrages pour les empêcher de revenir. Sans accès à l'eau, ils ne peuvent pas survivre plus de 3 jours. Ça permet d'éliminer tous les crapauds du coin et d'être tranquille pendant 2 mois. Aujourd'hui, on envisage de déplacer ces clôtures des zones sèches vers les zones de résidence permanente des crapauds. Ça permettrait peut-être de réduire leur accès à l'eau et de les éliminer. Ça coûterait cher et ce serait plus complexe dans les régions où il y a beaucoup d'eau. Mais pourquoi pas tenter le coup ? En parlant d'eau, l'Australie a posé des clôtures spécialement conçues pour résister aux inondations. Mais ça n'a rien à voir avec les espèces invasives. En décembre 2022, une clôture artisanale faite de piquets de vigne et de plaques de tôle a permis de sauver une maison lors d'une inondation dans le sud-est de l'Australie. Elle a protégé la maison de l'inondation la plus importante qu'on ait vue depuis 66 ans. Mais passons aux choses sérieuses. Il existe en Australie une clôture contre les crocodiles. Ou peut-être plutôt pour les crocodiles. Tout dépend comment on voit les choses. Cette clôture sépare le bétail des crocodiles dans le Kimberley. Et elle a déjà prouvé son efficacité au cours des 10 années qui se sont écoulées depuis son installation. À l'époque, les gens s'inquiétaient car d'énormes crocodiles d'eau salée attaquaient le bétail qui, sans le savoir, perturbaient les crocodiles sur leur lieu de nidification. Il n'était pas question de vengeance, mais de régler le problème. Finalement, il a été décidé de protéger les sites de nidification en les entourant d'une clôture de 20 km de long. Ça me paraît pas très judicieux car les crocodiles sont connus pour escalader les clôtures et même les arbres lorsque c'est nécessaire. Il y a quelques années, un crocodile a été capturé alors qu'il tentait d'escalader un grillage de 1,80 m de haut et un autre a réussi à le franchir. Un homme est aussi tombé sur un crocodile d'eau douce de 1,20 m de long au sommet d'une clôture, comme un oiseau perché sur une corniche. Mais toutes les clôtures n'ont pas pour but d'empêcher les animaux de passer. Parfois, ce qui se cache derrière est beaucoup plus perturbant que des différences de paysage ou des restes d'animaux. Certaines choses doivent être gardées à l'abri des regards, car les gens
ne comprendraient pas. Vraiment, certaines choses sont difficiles à accepter. Dans la banlieue de Sydney, caché derrière une clôture métallique entourée de fils barbelés, un centre de recherche secret en pleine nature abrite des expériences révolutionnaires portant sur des cadavres. Plus de 70 corps reposent sous des eucalyptus à différents stades de décomposition. C'est une ferme de cadavres. Dissimulée parmi les buissons, loin de la clôture, de grandes cages contiennent des corps, tandis que d'autres corps sont recouverts de débris. Tout ça s'inspire de situations réelles auxquelles la police est confrontée, car malheureusement, les décès sont fréquents et ils doivent donc être étudiés. Mais malgré l'importance de telles recherches, mieux vaut ne pas les rendre publiques. C'est pourquoi on a clôturé cette zone d'environ 4,8 hectares à l'aide de barres d'acier et de fils de fer. Son emplacement exact n'est connu de personne. C'est un lieu secret, presque une forteresse, surveillée par des caméras en permanence. Qui s'attendrait à servir à de telles recherches après sa mort? Eh bien, certains s'y attendent peut-être. Tous ces gens avaient fait don de leur corps à la science avant leur décès, et ils sont respectueusement qualifiés de donneurs. Au centre de recherche, des femmes vêtues de combinaisons blanches, de lunettes, de gants, de bonnets et de bottes examinent les cadavres attentivement pour étudier leur décomposition. Certains des donneurs sont des squelettes, d'autres sont vêtus de vieilles chemises en coton, d'autres encore sont dévêtus, montrant leur chair. C'est pas vraiment le genre de choses qu'on a envie de voir lorsqu'on se détend sous son porche ou qu'on se rend à l'arrêt de bus. C'est lugubre. Mais ça permet de répondre à la question comment les chercheurs se plient aux contraintes pratiques et éthiques liées à l'étude des morts. En effet, tout cadavre est un être humain avant d'être un sujet de recherche, mais certains acceptent de servir de sujet à la science pour aider au progrès de l'humanité. Et vous le feriez? De mon point de vue, c'est peut-être la chose la plus utile qu'on puisse faire une fois mort. Au fait, il s'agit de la seule ferme de cadavres au monde en dehors des États-Unis. La première a été créée dans le Tennessee en 1981 et les recherches qui y ont eu lieu ont révolutionné la science de la mort, la thanatologie, qui est une branche de la médecine. Par conséquent, l'étude des cadavres profite aux représentants de diverses professions. Médecins légistes, biologistes, pathologistes, chimistes, anthropologues, dentistes et officiers de police se rendent régulièrement à la ferme. Ces expériences ne plaisent pas à tout le monde, mais ce lieu permet de répondre à de nombreuses questions, et notamment d'améliorer les techniques de résolution des crimes. On a ainsi récemment trouvé une nouvelle méthode pour déterminer la date de décès d'une personne. Dans les films, ça a l'air facile, mais en réalité, déterminer l'heure de la mort est très complexe. Et les chercheurs ont remarqué quelque chose. Les corps en décomposition bougent, les bras se déplacent légèrement, car les ligaments se contractent et se relâchent. Pourquoi c'est important? Lorsque des policiers tombent sur un corps, disons très mort, ça peut les aider à déterminer que la personne n'a pas cassé sa pipe à l'endroit exact où ils l'ont trouvé. Des parties du corps ont pu bouger au cours de la décomposition. Vous savez quoi d'autre on peut cacher derrière une clôture? Des maladies. Et je parle pas de la clôture de la ferme de cadavres. Imaginez, la pose d'une clôture modifie le nombre d'animaux présents dans une zone. Il y en a tout à coup moins à un endroit, mais beaucoup plus ailleurs, et tout près les uns des autres. Si une épidémie se déclare, elle peut se propager très rapidement. Maintenant, réfléchissons au nombre de clôtures qu'il y a en Australie. Si des dingos tombent malades, beaucoup de leurs congénères seront touchés par la maladie. Mais il y a pire, il existe de petites zones entourées de clôtures où vivent des espèces menacées. Si une épidémie s'y déclare, ces animaux n'ont aucune chance d'y échapper à cause des clôtures. Certes, ils ne vivent pas entassés comme des sardines, mais ils disposent de moins d'espace que s'il n'y avait pas de clôture. Vous voyez le problème? Rien de tel n'est encore arrivé, mais j'ai le sentiment que ça ne saurait tarder. L'Australie est très douée pour faire disparaître les espèces. Pour mieux comprendre les clôtures australiennes, le mieux est de regarder derrière une clôture bien plus ancienne encore. Je parle de la sœur aînée de toutes les clôtures, la Grande Muraille de Chine. Sa première mention remonte à 656 avant Jésus-Christ, si bien que la clôture australienne fait figure de bébé en comparaison. La muraille a eu le temps d'affecter les animaux qui vivent de part et d'autre. Beaucoup de temps. Tellement de temps que même leurs gènes ont été affectés.
l'immense muraille a divisé les populations animales en deux groupes qui sont devenus incapables de se mélanger et d'échanger leurs gènes. Et à moins que les animaux ne soient très nombreux, ce genre de choses pose vite des problèmes. Les animaux ont du mal à trouver des partenaires et ils finissent par s'accoupler au sein de leur propre groupe, donnant naissance à une progéniture mal formée. Mais tout ça prend du temps. Il faut de nombreuses générations pour que les effets soient visibles. Est-ce qu'une telle chose a eu lieu en Chine? Eh bien oui, mais seules des plantes ont été testées jusqu'à présent. Est-ce que ça se produira en Australie? On verra bien. Mais laissons la Chine de côté pour l'instant. La Nouvelle-Zélande, le voisin le plus proche de l'Australie, est également adepte des clôtures, mais son problème n'a rien à voir avec les animaux, c'est Dame Nature elle-même. Il y a quelques années, alors qu'il gardait ses vaches tôt le matin, un fermier néo-zélandais a découvert un trou de la longueur de 2 terrains de foot. Le sol s'était tout simplement fendu. Évidemment, le propriétaire de la ferme aimerait clôturer cet énorme trou, assez grand pour accueillir un immeuble de 6 étages, afin d'empêcher les vaches d'y tomber. Ou les volcanologues désireux de l'explorer pour mieux comprendre l'histoire du volcan. Car oui, cette ferme est située sur un ancien volcan endormi depuis des siècles. Au fond du trou, on peut apercevoir les restes du volcan qui a explosé il y a 60 000 ans. C'est fou, non? Il suffit de se pencher pour remonter le temps de plusieurs milliers d'années. Selon les experts, il se forme souvent des dolines dans cette région, car le sol est calcaire. Lorsque la pluie ou les rivières apportent de l'eau, celle-ci se mélange aux roches, provoquant une réaction chimique. Au fil du temps, les roches se dissolvent, créant des espaces vides. Finalement, le sol s'effondre et les fermiers doivent faire face aux conséquences. Il se passera quoi si la fissure grandit encore? Difficile à dire, mais les clôtures pour animaux posent des problèmes même en l'absence de fissure. Vous voyez cette clôture que le gouvernement a érigée? Elle éloigne les prédateurs de la zone et de la ferme qui s'y trouve. Mais qu'en est-il des fermiers qui vivent de l'autre côté? Leurs brebis ne sont pas protégées. Comment s'en sortent ceux qui sont du mauvais côté? Il est temps de parler du climat. Le climat a toujours façonné notre réalité, notamment par son impact sur l'agriculture. En Australie, on ne peut pas cultiver ou élever du bétail n'importe où. La région centrale de l'île est très sèche, constituée de déserts et de savanes avec peu de végétation. Par conséquent, les clôtures protègent les régions au climat plus doux où se trouvent la plupart des fermes et des zones agricoles. La nature décide et les gens obéissent. Regardons une carte démographique de l'Australie. Il est clair que les gens ont tendance à vivre en périphérie, à s'en tenir aux sections clôturées du pays. Au cœur de la zone que fréquentent les dingos, il n'y a aucune ferme à protéger. La plupart des habitants de la région sont des chasseurs-cueilleurs et la présence ou l'absence de clôture ne les dérange pas beaucoup. Cela dit, l'Australie était destinée à être une terre de clôture bien avant l'arrivée des humains. L'île a toujours été naturellement séparée de l'Asie, comme tenue à distance par une ligne invisible. Cette frontière a rendu impossible la circulation de la plupart des animaux entre les deux continents. Côté Asie, une faune variée se promène librement, tandis qu'en Australie, la plupart des espèces sont endémiques, elles n'existent nulle part ailleurs. Bien sûr, cette frontière est invisible. Un naturaliste britannique l'a dessinée en 1859, et il s'avère qu'il avait raison. Au cours du Pléistocène, lorsque le niveau de la mer était inférieur d'environ 120 mètres, certaines îles étaient reliées, mais l'Asie et l'Australie n'ont jamais été réunies. Une profonde étendue d'eau, située entre ces deux grandes zones du plancher océanique, a constitué une barrière naturelle pendant plus de 50 millions d'années, séparant plantes et animaux. Étonnamment, les oiseaux locaux n'ont jamais franchi cette ligne. Pourquoi? C'est pas clair. Seules les chauves-souris faisaient le voyage, mais les chercheurs n'ont pas d'explication. On a beaucoup parlé de clôture aujourd'hui. Pourquoi on les pose et ce qui se passe ensuite. Mais il arriverait quoi si on déplaçait une clôture? Figurez-vous que les chercheurs se sont posé la question, et très sérieusement. La communauté scientifique se demande si la clôture à dingo nuit à l'environnement. Pour le savoir, il y a une solution très simple, en déplacer une petite partie pour voir si ça aide à restaurer les prairies endommagées. Ça rappelle la façon dont les dunes et les arbustes interagissent, mais d'une manière opposée, à cause des différences entre ces régions.
L'absence des dingos profite aux brebis, mais pas aux autres animaux. Les dingos tiennent à distance les petits prédateurs tels que renards invasifs et chats arrêts, ce qui contribue à protéger les animaux indigènes. Les souris disent oui. Les dingos aident également à contrôler les chèvres sauvages, ainsi que les kangourous et les émeus, qui ont un impact important sur les terres. Une solution envisagée pour stopper l'extinction des animaux australiens consiste à réintroduire des dingos dans les zones où ils ont été éliminés. Tout casser avant de réparer, c'est bien un comportement typiquement humain. L'Australie n'a rien à voir là-dedans. Les terres de l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud ont souffert de l'érosion et de la disparition des plantes indigènes. L'extinction des espèces est un problème majeur dans cette région. Il est prévu de déplacer la clôture pour laisser entrer des dingos afin de voir si ça peut aider. Ça n'a pas encore commencé, mais l'idée fait son chemin. On vous donnera des nouvelles de l'avancée du projet. En 2022, l'Australie a franchi une nouvelle étape en introduisant des clôtures virtuelles. Ces clôtures sont installées en des lieux où les animaux sont souvent heurtés par des voitures afin de les avertir de l'approche d'un véhicule. Lorsqu'un animal s'approche de la route alors qu'une voiture est à proximité, la clôture invisible émet des bruits forts et s'allume en bleu pour l'arrêter avant qu'il ne traverse. On sait qu'en général, ça se termine mal. C'est pas pour rien qu'on les appelle clôtures virtuelles. Il ne s'agit pas de clôtures classiques. Imaginez des poteaux alignés le long de la route, à distance les uns des autres. Ils sont reliés et ils surveillent toute activité autour d'eux. Ce concept est très intéressant car il évite de construire de véritables clôtures qui empêchent les animaux de se déplacer librement, ce qui entraîne des problèmes de prédation, de recherche de nourriture, de maladies, de migration. En parlant de ça, d'innombrables espèces ont survécu pendant des millénaires en effectuant d'incroyables voyages, mais ces migrations extraordinaires sont en voie de disparition. Et tout ça à cause des clôtures. L'Australie s'enorgueillit d'avoir les clôtures les plus longues du monde, mais le phénomène ne se limite pas à l'île. Des clôtures poussent sur tous les continents et leur nombre total est inconnu. Une étude menée dans le sud de l'Alberta, au Canada, a révélé un fait intrigant. Il y a là 16 fois plus de clôtures que de routes. Si toutes les clôtures du monde étaient alignées bout à bout, elles pourraient relier plusieurs fois la Terre au Soleil. Les chercheurs commencent à peine à comprendre les risques liés aux clôtures. En fait, on sait très peu de choses sur leur impact écologique. C'est pourquoi on a tendance à en mettre partout sans se poser de questions. Même les bonnes clôtures, conçues pour protéger les espèces menacées ou restaurer les habitats sensibles, sont nuisibles à la nature. Par exemple, les clôtures construites au Botswana pour prévenir la transmission de maladies entre les animaux sauvages et le bétail ont empêché les gnous de migrer. Résultat, des images terrifiantes d'animaux blessés ou morts éparpillés le long des clôtures. En Afrique, où se déroulent certaines des plus incroyables migrations d'animaux sauvages, des chercheurs ont découvert que 5 des 14 plus grands animaux migrateurs ont disparu. Et les clôtures ont leur part de responsabilité. Mais il y a tout de même de bonnes nouvelles. La suppression de toutes les clôtures permettrait aux migrations de reprendre naturellement, comme autant de phénix renaissant de leurs cendres. En 2004, au Botswana, une clôture qui bloquait la migration des zèbres a été démontée. En 2007, cette route migratoire est devenue l'une des plus longues au monde. Ça semble être une bonne initiative, mais c'est peut-être pas ce dont a besoin l'Australie. Il va falloir trouver autre chose. À plus.